Michel Salov-Kost. Nous continuons notre exploration dans les écosystèmes innovants planétaires. Et donc, c'est au tour de Munich, en Allemagne, de nous accueillir pour un voyage. Quels sont les 3 mots-clés que vous avez retirés de ce... Alors, ce qui me choque assez rapidement à Munich, et qui va me passionner en Allemagne, que je ne connaissais pas très bien au fil des années que j'ai consacrées à l'étude de l'Allemagne, c'est l'excellence. C'est-à-dire que les Allemands ont une volonté d'excellence, ont une volonté d'être les meilleurs du monde qui est centrale dans leur culture. Alors c'est à la fois une force extraordinaire et une difficulté, puisque à ce moment-là, contrairement par exemple à la culture californienne, ils ont un peu de mal, c'est un euphémisme bien évidemment, à accueillir des personnes non allemandes qui n'ont pas le même amour de l'excellence. Et Munich, au sein de ce pays passionné par l'excellence, qui constamment valorise la perfection dans tous les domaines, eh bien, ont du mal à accueillir des personnes. Un pays comme ça, la qualité, c'est cette surenchère sur la qualité, et en même temps, la difficulté à ce moment-là, c'est comment intégrer des personnes venues d'autres cultures qui n'ont pas ce même souci de l'excellence. Donc, à ce moment-là, ça fait que les Allemands ont tendance à rester entre eux, un peu plus que dans, par exemple, la culture californienne qui est très ouverte, où les cultures se mixent dans une sorte de chaos que sans doute les Allemands auraient beaucoup de mal à supporter, mais aussi cette culture commune de l'excellence leur permet de créer des équipes d'une performance extraordinaire, puisque tout le monde s'entraide, s'écoute, et surtout est capable de planifier des process d'une qualité unique au monde. Mais bon, comme vous dites, si cette recherche de l'excellence empêche l'intégration d'une certaine différence, comment est-ce qu'on peut véritablement innover quand on sait que la diversité est vraiment une composante essentielle d'un écosystème innovant? Donc, Très bonne question. Alors la diversité est comblée d'une certaine manière jusqu'à un certain point, puisque les Allemands, partageant tous cette culture de l'excellence, sont capables, beaucoup plus que tout autre pays, de créer des équipes pluridisciplinaires, chacun jouant sa partie avec excellence. Vous voyez ? Et donc, vous avez des équipes pluridisciplinaires qui fonctionnent très très bien en Allemagne, ce qui est très difficile à faire dans tout autre endroit du monde. Alors, est-ce que vous auriez rencontré des personnes, ou en tout cas des lieux, où il y aurait éventuellement cette unité dans la diversité qui nous permettrait d'innover ? Alors, il y a un endroit extraordinaire, un organisme qui explique dans une grande mesure la compétitivité allemande à lui tout seul, c'est Fraunhofer. Fraunhofer, c'est quelque chose de totalement unique au monde. D'abord, c'est ni privé ni public. C'est une association faite de citoyens qui se mettent au service du privé, tout en n'étant pas privés eux-mêmes au sens classique du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qui roule pour elle-même, enfin qui fait du profit, puisque c'est une association. Et en même temps, cet organisme atypique va aller chercher dans la recherche fondamentale des éléments possiblement utiles à l'industrie. Et elle va servir un peu comme un organe transformateur. Elle va servir à transformer cette recherche fondamentale en recherche appliquée. Ce qui va alimenter le troisième pilier de la compétitivité allemande, c'est-à-dire ce fantastique souci d'occuper des niches verticales en devenant les meilleurs du monde dans certains secteurs clés. Et évidemment, cette hyper-performance sur des espaces extrêmement pointus n'est compréhensible que par cet organisme qui irrigue toute l'Allemagne avec plusieurs dizaines d'agences et qui constamment font une veille internationale, bien sûr sur la recherche fondamentale en Allemagne, mais sur la recherche fondamentale dans le monde entier, pour essayer de retirer des pépites applicables et utiliser ces pépites pour occuper des niches verticales où les Allemands occupent une place
indétrônable. Donc, est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu plus ce concept de niche verticale, s'il vous plaît ? Une niche verticale, si vous voulez, il y a deux manières d'occuper le marché. C'est d'être un oligopole omnipuissant. C'est ce qui est arrivé à faire Google. C'est ce que est, par exemple, EDF dans le domaine de l'électricité en France, etc. Et là, en quelque sorte, vous créez de la valeur parce que tout simplement, vous n'avez plus de concurrents. Une autre manière, quand vous n'avez pas cette position de monopole ou que vous ne pouvez pas l'avoir, c'est de choisir une niche très précise. Une niche, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre l'électricité, vous vous intéressez aux boutons, aux interrupteurs. Des interrupteurs, oui, un petit truc très simple. Ça. Mais simplement, vous rassemblez toutes les connaissances pour faire les meilleurs interrupteurs de la planète. Et vous concentrez sur un objet dont vous maîtrisez la fabrication, vous maîtrisez le design, vous maîtrisez la distribution, et vous vous organisez, et les Allemands savent très bien s'organiser, pour être indétrônables sur cette niche. Alors ça, c'est la volonté de chaque famille allemande de posséder une niche comme ça. Et c'est très souvent lié à des entreprises familiales qui sont très bien gérées parce que, effectivement, chacune de ces niches alimentant la famille de génération en génération, c'est extrêmement important pour eux de la conserver. Et c'est comme ça que naît finalement des entreprises d'envergure mondiale comme BMW, qui sont partis très souvent de toutes petites niches. C'est-à-dire qu'au début, c'était par exemple BMW, c'était tout simplement une niche de véhicules utilitaires, c'était très modeste. Et puis et la moto, par exemple, ils ont fait les meilleures motos du monde. Et puis après, ils ont élargi. Alors parfois, ils élargissent comme ça, jusqu'à devenir un des meilleurs constructeurs automobiles de la planète. Mais ils ont plein de niches qui n'ont pas de volonté de s'élargir. Et alors, pour revenir à votre deuxième point, vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, c'est que le centre Fraunhofer, en fait, a été constitué ou est animé par des citoyens, alors que le centre produit de la valeur pour les entreprises. Mais donc les citoyens, eux, qu'est-ce qui les intéresse finalement dans ce centre ? Comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur au carrefour entre enjeux publics et intérêts privés ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et un des éléments de réponse, c'est la culture allemande. Et c'est la fierté d'être allemande. C'est que Fraunhofer joue un rôle majeur en Allemagne et il n'existe aucun Allemand qui refuserait un poste à Fraunhofer, sachant le rôle que joue Fraunhofer dans l'économie allemande. Et effectivement, tout le monde souhaite rentrer à Fraunhofer. Simplement, Fraunhofer est réservé souvent aux personnes les plus brillantes allemandes qui se mettent ainsi au service de la communauté. Et cet esprit de service de la communauté est aussi central en Allemagne. Même si certains de ces salariés de Fraunhofer, parce que ces personnes sont tout de même très bien payées, même si c'est une association dont le droit est complexe, puisque c'est une association privée, mais qui joue un rôle majeur public, en quelque sorte, c'est d'intérêt public, et des personnes qui occupent ou qui vont occuper des postes dans des entreprises familiales sont évidemment très heureux d'aller passer quelques années à Fraunhofer parce qu'ils apprennent énormément, si vous voulez. L'autre aspect qui fait que Fraunhofer est très fort, c'est c'est que cette entreprise associative a un modèle économique très particulier puisque, en quelque sorte, prenant la recherche fondamentale, trouvant des applications, elle est un des plus grands créateur, inventeur de brevets de la planète, et que son modèle économique est de garder ses brevets. Donc ça assure à Fraunhofer des revenus considérables qui lui permettent d'engager les gens les meilleurs pour rendre ce service quasi public à l'Allemagne. Et les entreprises sont ravies de laisser les brevets à Fraunhofer parce qu'eux achètent le droit d'utiliser ces brevets et par contre, ils ont le sentiment que
en valorisant les brevets de Fraunhofer, ils enrichissent un bien commun qui fait la compétitivité de l'Allemagne. Vous voyez ? Et c'est ce jeu collectif qui est très particulier à l'Allemagne, cette cohésion quasi tribale des Allemands entre eux, qui fait leur force, mais aussi peut-être leur faiblesse dans certains cas, est au cœur de cet esprit qui anime Fraunhofer. Mais au-delà du prestige de l'institution et du service de la communauté qui pourrait être caractériser la culture allemande, quelles seraient les valeurs qui pourraient rassembler les citoyens et les entreprises autour de la création d'innovations dans cette démarche d'excellence allemande? Alors, il est certain que une des autres caractéristiques, on pourrait dire que ça c'est le quatrième peut-être mot-clé, c'est l'écologie. C'est-à-dire que les Allemands ont un rapport très particulier à la nature qui vient de leurs philosophes, de personnes comme Goethe, etc. Et ils ont un romantisme lié à la nature qui explique beaucoup pourquoi ils ont fermé leur centrale nucléaire. Parce que pour un Allemand, c'est très difficile d'imaginer qu'on fasse du mal à la nature. C'est pas la nature, dans la culture allemande, joue un rôle central. Donc il y a une dimension écologique qui anime l'Allemagne. La première chose que vous voyez en Allemagne, c'est partout des panneaux solaires, c'est partout des éoliennes. Ils sont un des pays les plus avancés au niveau de l'énergie durable. Et ils ont un souci très particulier qui en fait d'ailleurs un centre extraordinaire de réflexion sur l'écologie, et où l'écologie n'est pas du tout marginale comme dans de nombreux pays, mais centrale. Et d'ailleurs, un des plus grands centres de réflexion sur l'écologie au monde, qui documente l'écologie, justement, est à Munich. C'est le Rachel Carlson Institute. Rachel Carlson étant une des premières écologistes de la planète dans l'histoire. Elle était américaine. Et ce centre documente de manière encyclopédique la question de l'écologie. L'écologie est centrale en Allemagne. Très bien. Merci beaucoup Michel Salov-Coste. Ce que nous apprend finalement Munich en Allemagne, c'est la valeur qu'apporte le croisement entre une recherche sur l'innovation écosystémique dans un lieu, dans un secteur, et la question de l'écosystème planétaire en fait. Oui, alors tout ce que je viens de dire n'aurait de sens, ne peut avoir de sens que par une chose qui est latente derrière ça, c'est l'intérêt des Allemands pour la planète, évidemment lié au fait que Gaïa pour eux, ou la planète en tant que nature, en tant que mère nature, en tant qu'entité est importante pour eux, et que de ce fait aussi, ils sont intéressés pour d'ailleurs distribuer leurs produits, ils sont intéressés par tout ce qui se passe dans le monde. Et il y a une information, une qualité d'information, bien évidemment en recherche fondamentale, mais sur ce qui se passe dans le monde, qui fait d'ailleurs que l'Allemagne, comme vous le savez, juste derrière les Américains, est, à travers un certain nombre de maisons d'édition qui sont les premières dans le monde, un des premiers éditeurs de livres. Et ça, c'est historique, puisque ça vient aussi de leur culture protestante, et que, comme vous savez, les protestants sont les premiers à vouloir libérer l'imprimerie pour permettre un accès direct au texte. Et donc, ils ont un rôle de hub d'information sur la planète qui est très particulier à l'Allemagne. Ils s'intéressent aux autres tout en restant, eux, très allemands, point fort et point faible, comme je l'ai dit. Très bien, merci beaucoup.